Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré à l'expérience candidat. Donc, si vous pouvez peut-être nous mettre dans le chat depuis où vous regardez ce webinaire, tout simplement. Bonjour Clémence. Bonjour Karine. Depuis Paris. Moi aussi, je suis à Paris, là, exceptionnellement. Ah, La Réunion. Depuis la Bretagne, génial. J'allais dire, on fait le tour de la France, mais on va même plus loin. Maroc, à Caen. Dans le sud, les chanceux, vous avez du soleil. Génial. Donc on a, ok, donc vous êtes de plus en plus. Donc il est 9h30, je vous propose bien qu'on démarre directement. Donc très rapidement, donc en introduction pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas, donc et qui ne connaissent pas Assess First. Donc je suis David Bernard, je suis psychologue du travail spécialisé en psychologie quantitative, c'est-à-dire que mon rôle c'est de comprendre quels sont les facteurs qui vont avoir un impact sur le comportement des individus, en particulier dans le cadre du travail. Et je suis également donc le CEO fondateur d'une société qui s'appelle Assess First, donc que j'ai fondée il y a 22 ans maintenant, le temps passe, qui est une société SaaS qui permet de recruter des collaborateurs sur la base qu'ils sont réellement au-delà du CV, c'est-à-dire sur la base du potentiel. Donc je vais vous partager mon écran tout de suite. Hop. Vous allez me dire si ça fonctionne. Hop là. Donc normalement, vous devez voir une licorne. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, génial, super. Donc on va pouvoir commencer. Donc l'objet de ce webinaire, alors bien évidemment, je n'ai pas précisé, mais si vous avez des questions, des interrogations, vous souhaitez faire une intervention, n'hésitez pas, vous les laissez dans le chat et puis je les prendrai au fur et à mesure ou à la fin. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est quoi? C'est de voir comment est-ce que vous allez pouvoir impacter vos candidats, comment est-ce que vous allez pouvoir les convaincre de rejoindre votre entreprise, de sélectionner vos opportunités, ceci avant même de les rencontrer. Donc, on va commencer par un chiffre tout d'abord, un chiffre assez édifiant, 92%. 92%, qu'est-ce que c'est? C'est la proportion de candidats qui vont arriver sur vos offres d'emploi, qui vont cliquer sur le bouton postuler, qui vont démarrer le process de candidature et qui, à un moment donné, vont s'arrêter en cours de route. Donc, bien évidemment, tous les candidats qui cliquent sur postuler n'ont pas forcément vocation, au final, à finir dans vos ATS, parce qu'il peut y avoir des curieux, bien évidemment. Mais ce que ça veut dire quand même, c'est quoi? C'est que sur 10 personnes qui vont cliquer sur le bouton, il y en a 9 qui vont disparaître. Un petit peu plus même, on a seulement 8% de taux de transformation, ce qui est quand même extrêmement, extrêmement faible. Donc la première question à se poser, ça va être pourquoi on a autant de candidats qui abandonnent leur candidature en cours de route. Donc on a trouvé 3 raisons principales, 3 raisons fondamentales pour lesquelles ça peut arriver. Le premier, tout d'abord, la première raison, c'est lorsque les process sont trop longs ou encore trop complexes. On va avoir le premier cas qui est le suivant. On a des formulaires interminables, des formulaires où on va demander aux personnes de répondre à 20, 30, 40 champs parfois. Donc ça ne fonctionne pas. On a également, lorsqu'il y a un nombre d'étapes qui va être particulièrement important, c'est-à-dire qu'on a étape 1, il faut mettre le CV, étape 2, la lettre de motivation, étape 3, peut-être mettre des références, étape 4, étape 5, étape 6, et ensuite il y a tous les entretiens de préqualification avec les opérationnels, avec les RH, peut-être avec le futur manager, avec le CEO à la fin. Enfin, tout ça, ça peut prendre énormément de temps, et à un moment donné, ça va décourager certains de vos candidats. On a également un autre cas de figure, c'est lorsque vous allez demander à vos candidats de remplir des informations 2 fois, parfois, c'est-à-dire des informations qui sont déjà contenues, par exemple, dans leur CV qu'ils ont uploadé juste avant. Donc, un chiffre à retenir, c'est quoi? C'est que 60% des candidats, au final, vont abandonner le processus de candidature à partir du moment où il va prendre plus de 15 minutes, plus d'1 quart d'heure. Donc, le premier learning qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est keep it short. Faites en sorte faites en sorte que votre processus de candidature soit le plus court possible. Mais il y a quand même quelque chose à garder à l'esprit. Tout est une question d'équilibre.
C'est-à-dire que les candidats, ce qui va compter pour eux, c'est la balance, c'est l'équilibre justement qu'il va y avoir entre l'investissement que vous allez devoir auquel ils vont devoir consentir pour candidater chez vous et la valeur qu'ils vont tirer de leur expérience. Prenons un cas de figure très simple. Vous apportez pas grand-chose comme valeur à vos candidats, c'est-à-dire vous leur demandez de uploader un CV, vous leur dites merci à la fin et ça s'arrête là, ça leur prend 30 secondes. Bon, ils n'ont pas grand-chose, voire rien en termes de valeur, mis à part savoir que le CV est bien arrivé, et eux, ça leur a pris pas beaucoup de temps. Le ROI, il est relativement neutre. On prend un autre cas de figure, eh bien, vous allez leur demander une quinzaine de minutes pour répondre à remplir justement ces fameux formulaires qui sont interminables, vous allez leur faire passer par toute une série d'étapes, et derrière, vous leur donnez pas grand-chose. Bah là, le ROI va être négatif, ça va avoir un impact qui va être aversif, négatif sur leur engagement, sur la perception qu'ils peuvent avoir, en tout cas du process et par extension de votre entreprise. Maintenant, si vous leur offrez un feedback ultra riche, ça peut être sur leur candidature, ça peut être sur qui ils sont, ça peut être sur leur potentiel, ça peut être sur leur probabilité peut-être de réussite, eh bien là, en revanche, on a un ROI qui va être positif. Pourquoi ? Parce que certes, vous leur avez demandé de consacrer du temps à l'acte de candidature, mais derrière, ils ne repartent pas avec rien. Quand on parle de feedback ultra riche, là c'est un exemple que j'ai donné, mais ça peut être également leur donner des informations, plus d'informations sur votre entreprise, plus d'informations sur le marché, par exemple sur lequel vous évoluez. Dans tous les cas, vous devez apprendre quelque chose à vos candidats, c'est fondamental. Donc quelque chose sur vous, encore une fois, ça peut être sur la manière dont on travaille chez vous, ça peut être sur vos process, vos méthodes, ça peut être sur la culture de votre entreprise, ça peut être sur le marché ou quelque chose sur eux-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant qu'être humain, on sera quand même toujours plus intéressé, enfin le sujet qui nous intéresse le plus, fondamentalement, c'est qui ? C'est nous. Donc si vous avez la possibilité de donner du feedback au candidat, pas simplement sur sa candidature, sa probabilité par exemple d'être sélectionné ou d'aller à la seconde étape, mais aussi sur qui il est fondamentalement, là vous allez véritablement marquer des points. La deuxième raison pour laquelle les candidats vont parfois abandonner le processus de candidature, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le manque de transparence. Manque de transparence, c'est quand un candidat va démarrer un process, mais il ne sait pas combien d'étapes il va y avoir, il ne sait pas combien de temps ça va lui prendre. C'est un petit peu comme si vous proposiez, je ne sais pas, à un ami d'aller faire une balade, par exemple, en forêt, et vous partez, mais cette balade, elle va durer 15 minutes, elle va durer une demi-heure, elle va durer 3 heures, est-ce qu'elle va durer 5 jours ? Donc, ce n'est pas forcément super engageant, ok ? Parce qu'on peut toujours se dire, très bien, je suis là pour candidater, mais j'ai peut-être pas envie d'y passer toute ma journée. Donc, pour pas mal de candidats, en tout cas dans les enquêtes qu'on a réalisées, ce qui nous rapporte comme expérience, c'est qu'à partir du moment où ils soumettent la candidature, le problème, c'est qu'ils ont souvent l'impression que cette candidature, elle va arriver dans une sorte de trou noir, en fait, tout simplement. Donc, deuxième learning qu'on peut avoir, c'est qu'il est fondamental d'expliquer et de manière extrêmement claire votre process à vos candidats, et ceci dès l'offre d'emploi. N'attendez pas qu'ils soient engagés dès le début. On peut mettre, il peut y avoir une partie qui va être dédiée dans le cadre de l'offre d'emploi, où vous allez expliquer très clairement, voilà, on a un processus qui est en 4 étapes. À l'issue de la deuxième étape, voilà ce qui va se passer. Une fois que vous aurez terminé, combien de temps est-ce qu'on va mettre pour vous répondre, pour vous faire un retour, que celui-ci soit positif ou négatif. Donc, expliquer le processus de candidature, ça veut dire quoi ? Expliquer combien il y a d'étapes, est-ce qu'on va demander un CV, une lettre de motivation, est-ce qu'on va prendre des références, est-ce qu'il y aura des assessments, si oui, lesquels, est-ce qu'on va demander une étude de cas, est-ce qu'il y aura une mise en situation, quelque chose à préparer, combien d'entretiens, avec qui, est-ce que la personne va rencontrer simplement, je ne sais pas, un RH par exemple et le futur manager ou la future manager, est-ce que la personne aura la possibilité d'échanger avec les membres de l'équipe et sous combien de jours est-ce qu'il peut espérer avoir une réponse. Troisième raison pour lesquelles il peut y avoir un abandon des candidats, c'est lorsqu'ils vont percevoir pendant ce processus de candidature une incompatibilité entre qui ils sont fondamentalement, ce qui va les animer et de l'autre côté, votre culture, les valeurs qui sont celles de votre entreprise. Donc, il y a des cas de figure comme ça où vous avez le candidat ou la candidate, en l'occurrence, qui commence le process,
Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait le début d'une histoire d'amour qui allait naître, enfin, en tout cas, potentiellement, qui pouvait naître entre la candidate et votre entreprise. Et à un moment donné, bah, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a quelque chose à un moment donné qui va créer de la friction, et pas simplement dans le process, mais également dans les informations auxquelles la personne va avoir accès concernant bien, votre entreprise. Donc, un facteur à retenir, c'est quoi? C'est que bien évidemment, ces informations, des fois, elles peuvent créer de la friction quand il lit des choses sur votre entreprise ou dans la manière dont la personne va être traitée. Mais on a aussi 56% des candidats qui vont carrément ne pas postuler si les valeurs de l'entreprise ne sont pas clairement communiquées. Donc ça veut dire quoi? Ça nous renseigne sur une modification du rapport des candidats par rapport au travail. Et on le voit bien, de plus en plus de candidats sont intéressés, bien évidemment, par le salaire qu'ils vont toucher, par les missions que vous allez leur proposer, les défis auxquels ils vont être confrontés, mais aussi par l'environnement au sens large dans lequel ils vont évoluer. Il y a de plus en plus ces recherches besoin de cohérence, de sens que les personnes vont avoir entre qui ils sont fondamentalement et le cadre dans lequel ils vont travailler. Learning donc numéro 3, vous devez fournir à vos candidats, à vos candidates, des informations, des billes, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent un peu s'immiscer dans votre culture et comprendre ce qui les attend. Donc là, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est le suivant, c'est surtout, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Ça, c'est un des écueils principaux qu'on peut observer parfois de la part de certains recruteurs, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, voilà, pour attirer un maximum de candidats, par exemple, je ne sais pas, je vais survendre, ça peut être le remote qu'il va y avoir, ça va être les marges de manœuvre dont la personne va bénéficier dans le cadre de son travail, la richesse des missions, par exemple. En fait, vous n'avez pas besoin de faire ça. Enfin, déjà, si vous cherchez à attirer tout le monde, vous allez finir par ne faire rêver personne. Et surtout, vous risquez d'attirer les mauvais candidats. Alors, mauvais candidats, bien évidemment, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, typiquement, je vous donne un exemple. Nous, ça nous est arrivé, par exemple, chez Assessors, à un moment donné, on communiquait énormément sur le full remote. Et donc, on a pu se retrouver parfois avec, dans le cadre de certains recrutements, un nombre incalculable de candidatures. Des fois, on avait jusqu'à 900 candidatures pour un job ouvert. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait parfois beaucoup de candidats qui étaient attirés uniquement par cet avantage, entre guillemets, en tout cas perçu, que constituait le full remote. Alors que, en fait, on ne recrute pas pour recruter des gens en full remote. Il se trouve qu'on travaille en full remote, mais on recrute des gens pour participer à une mission en particulier, pour pousser une vision, pour délivrer de la valeur. Donc ça, hyper important. Donc, un bon process, c'est un process qui est universellement engageant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut retirer le maximum de friction, il faut faire en sorte d'apporter du feedback à toutes les étapes, pouvoir bien tenir au courant le candidat de d'où il en est dans le cadre du process, mais il doit quand même cliver au moins à minima. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre process, en tout cas plus les informations que vous allez communiquer vont être spécifiques, vont parler à une certaine portion des candidats, plus ça va résonner émotionnellement chez eux. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut personnaliser le parcours du candidat? Donc tout d'abord, l'ultra personnalisation, qu'est-ce que c'est? C'est adapter chacune des étapes, chacune des interactions au candidat grâce à la data, aux data que vous allez pouvoir recueillir concernant, on va le voir, vos candidats, mais aussi les collaborateurs en interne peut-être, et grâce bien évidemment à la technologie, parce que c'est la technologie qui va soutenir ce processus et qui va permettre de tirer du sens, de mettre du sens sur l'ensemble de ces données. Donc il y a 3 piliers pour une stratégie de séduction, on va dire, qui va être réussie. La première, c'est de miser sur la transparence et le storytelling. Donc ne mentez jamais sur qui vous êtes. Donc ça reprend un petit peu ce qu'on disait juste avant, mais c'est vraiment ne cherchez pas à vous faire passer pour qui vous n'êtes pas, ne cherchez pas à survendre votre entreprise, ne cherchez pas à survendre des avantages qui ne seraient pas des avantages réels. Vraiment, ayez bien en tête que c'est un peu comme dans la vraie vie. Il y a forcément quelqu'un qui vous aimera pour qui vous êtes. Sauf, bien évidemment, si vous êtes complètement toxique, là, bien évidemment, il y aura peut-être un petit travail à faire sur votre entreprise, sur votre culture avant
avant d'en faire la promotion. Mais encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas un problème. Le tout, encore une fois, hein, ça va être de faire vivre une expérience qui soit inspirante, engageante et surtout qui parle véritablement aux candidats que vous souhaitez attirer. Donc, faites transpirer vos valeurs à tous les points de contact avec vos candidats. Quand on parle de ça, on parle de quoi? On va parler bien évidemment de l'offre d'emploi. On voit encore pas mal d'offres d'emploi qui commencent souvent par nous, société XY, leader sur son marché, dans le cadre de notre développement, nous recherchons tel type de job. En fait, ça, c'est totalement impersonnel. Ça ne parle à personne, ça ne dit rien de vos valeurs. En fait, on vous conseille toujours véritablement déjà de commencer les offres d'emploi par expliquer ce qu'il y aura pour le candidat, pour la candidate, dans cette opportunité. Et quand vous parlez de vous, parlez de qui vous êtes véritablement. Ne parlez pas surtout en des termes génériques. Donc, la façon dont vous allez devoir rédiger vos offres d'emploi, vous allez devoir parler au cerveau émotionnel de vos candidats. Et le cerveau émotionnel des candidats, c'est quoi? C'est leur cœur, tout simplement. C'est-à-dire, misez sur les émotions, faites en sorte de créer une résonance émotionnelle. Si jamais il y a il y a un moyen très très simple de valider ça. Une fois que vous avez écrit votre offre d'emploi, vous la mettez de côté pendant, je sais pas, 10 minutes, une demi-heure, vous revenez dessus, vous la lisez et vous vous dites, est-ce que moi ça me parle? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce qu'en lisant ces quelques lignes, ça provoque un petit truc? Est-ce qu'il y a une petite étincelle? Si jamais la réponse est non ou ouais, peut-être qu'il faut revoir un petit peu le copywriting. Donc le point essentiel pour réussir ça, c'est quoi? Eh bien, c'est de comprendre les valeurs, les besoins, les éléments qui vont animer le type de candidat que vous cherchez à attirer. Et c'est quoi le type de candidat que vous cherchez à attirer? C'est tout simplement, ce sont la même typologie d'êtres humains, j'ai envie de vous dire, que les personnes qui sont en poste, dans le poste déjà pour lequel vous souhaitez recruter, et qui sont performants et qui sont engagés, qui y trouvent plaisir. Donc, il y a une façon assez simple de faire ça. Eh bien, c'est quoi? C'est de faire un petit audit sur vos collaborateurs en interne, celles et ceux qui occupent ce job justement pour lequel vous souhaitez recruter, et vous allez leur demander de compléter un questionnaire. Ça peut être un questionnaire sur les valeurs, ça peut être un questionnaire sur leurs besoins fondamentaux, sur leur motivation, en tout cas sur ce qui va les driver. Et derrière, bien évidemment, une fois que vous avez recueilli pour, je ne sais pas si vous avez une équipe de 15 personnes, vous en avez 12, par exemple, qui correspondent au type de personnes que vous auriez envie de garder dans votre entreprise, vous analysez l'ensemble de ces données et vous allez essayer de faire émerger ce qu'il y a de commun à l'ensemble des personnes qui sont fortement engagées et qui sont heureuses tout simplement dans le job pour lequel vous recrutez. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous en servir comme d'un framework, comme d'un cadre pour produire du contenu pour vos offres d'emploi, c'est-à-dire que ce soit dans le ton, la tonalité que vous allez employer dans votre storytelling, le contenu également, ce que vous allez choisir de mettre en avant, ce sur quoi vous allez faire un focus à l'occasion de l'offre d'emploi. Et également, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre communication digitale sur l'ensemble des réseaux sociaux, dont LinkedIn. Parce que lorsque vous repérez, par exemple, j'en sais rien, si on regarde un petit peu plus les résultats ici, se dépasser au quotidien, je ne sais pas moi, remporter régulièrement des succès, avoir un impact positif sur le monde, pourquoi pas relater la manière dont vos clients utilisent vos produits, vos services, vos solutions, justement pour transformer la vie de leurs clients. Vous pouvez parler également des différents challenges, des différents défis que vos équipes ont su relever. Donc tout ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va parler véritablement au cœur de votre public cible et qui va avoir un effet ultra engageant. Deuxième point, il va falloir proposer une expérience utilisateur fluide. Alors ça peut paraître être le b.a.-ba, mais on voit encore beaucoup de systèmes parfois où le candidat va se mettre à candidater, donc il commence son long périple pour pouvoir faire parvenir sa candidature, et à un moment donné, ça bug. Ou alors, il se rend compte que vous vous rendez compte que ce n'est pas mobile friendly. Donc ça, c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 80% des candidats qui, lorsqu'ils candidatent à une offre d'emploi, vont le faire depuis leur mobile. Donc si jamais votre processus n'a pas été conçu pour être ce qu'on appelle mobile first, avant tout conçu pour une expérience mobile, là déjà, vous risquez de perdre pas mal de gens. Donc,
Simplifiez vos processus au maximum. Utilisez bien évidemment des outils digitaux qui vont être des outils digitaux performants. Donc si par... Ah, j'ai l'impression que ça s'est arrêté. Attendez, je vais... Hop là. Est-ce que... Ouais, voilà. C'est-à-dire que si par exemple, eh bien, vous demandez à vos candidats d'uploader leur CV, derrière, c'est pas pour leur demander de ressaisir les mêmes champs. Assurez-vous que vous avez un système qui va permettre, par exemple, de pré-remplir, eh bien, peut-être pas tout, mais en tout cas, une partie du formulaire auquel vous allez leur demander, eh bien, de se confronter. Troisième point essentiel, eh bien, c'est le point lié, on a parlé de l'importance de faire transpirer ses valeurs à toutes les étapes du processus de recrutement. Donc, il y a la question de l'alignement culturel. Donc là, vous devez faire en sorte que le candidat se projette, ceci avant même qu'il ait mis un pied dans votre entreprise, ceci avant même qu'il ait pu parler, qu'il n'ait eu à parler à qui que ce soit de votre équipe, y compris les équipes de recruteurs. Donc là, je vais vous présenter ce que l'on a fait. Un projet qu'on a développé donc pour LVMH. Donc vous avez, donc on leur a présenté. Donc typiquement là, on est sur leur site emploi qui va présenter voilà les différents types de carrières et ainsi de suite. Donc ce qui a été proposé, c'est tout simplement de pouvoir ajouter un petit peu comment dire j'allais dire un lien, un bouton. Voilà, je vais y arriver. Un bouton en fait qui va permettre à un moment donné aux candidats de découvrir quelles sont les opportunités qui correspondent pas simplement à leur parcours, à leurs expériences, voire au diplôme qu'ils ont décroché, mais à qui ils sont réellement. Donc, le candidat peut cliquer sur ce bouton, va arriver sur un espace qui est complètement brandé aux couleurs et puis au code, on va dire, de marque de l'entreprise. Et donc là, on a une véritable immersion dans l'univers de marque. Et derrière, on va expliquer aux candidats que c'est ici, par exemple, que ces talents uniques vont pouvoir rencontrer des opportunités exceptionnelles. On prend le temps de lui expliquer pourquoi c'est important qu'il complète ce questionnaire, ce test de personnalité qu'on va lui proposer. On lui explique combien de temps ça va lui prendre. On lui explique quels sont les différents éléments du parcours. Et ensuite, à partir du moment où le candidat a pris connaissance de tout ça, il va pouvoir démarrer. Donc, soit il se crée un compte, et vous voyez, les informations qu'on va demander sont très restreintes. On lui demande son email, son nom et son prénom pour pouvoir lui partager derrière les résultats, lui envoyer un rapport, on va le voir après, mais également pour pouvoir personnaliser les échanges au travers de l'app, c'est-à-dire l'appeler par son prénom, par son nom. Et donc, si le candidat a déjà un compte sur Assess First, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de candidats qui ont passé Assess First, pas la peine de leur faire repasser, ils vont tout simplement pouvoir se loguer avec leurs identifiants. Et de là, il va se passer quoi ? Le candidat va pouvoir compléter son questionnaire de personnalité Swipe. Donc là aussi, on a souhaité, pour proposer une expérience qui soit engageante, proposer justement une évaluation qui soit tout à fait alignée par rapport au code des applications qu'on utilise tous les jours, comme, je sais pas, moi, ça peut être les Instagram, TikTok, voire les Tinder. Donc, il va être confronté à 72 items, donc présenté de manière ultra visuelle. Il va devoir swiper à droite, à gauche, en fonction de ce qui résonne le plus quand il est face à ces différents items. Et derrière, au bout de tout juste 5 minutes, on va lui délivrer un maximum de valeur. C'est-à-dire que le candidat va pouvoir découvrir dans un premier temps, tout d'abord, son pourcentage d'adéquation par rapport à ce qui fait la culture de l'organisation. Donc là, il n'y a pas besoin de se poser la question de se dire oui, mais peut-être que ce qu'ils montrent de leur valeur, c'est pas exactement ce que je vais retrouver derrière. Non, en fait, on a véritablement procédé à une analyse des personnes en poste pour définir ce qui faisait la culture spécifique de l'organisation. Et donc, tout de suite, on peut voir est-ce que je vais m'y plaire ou pas ? Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça correspond par rapport à qui je suis ? Et derrière, on va également signifier l'alignement entre les différents métiers qui sont ceux de l'entreprise et qui est l'individu, quels sont ses talents naturels, ce qui va fonder sa singularité. Bien sûr, derrière, le candidat va pouvoir aller dans le détail, découvrir à quoi correspondent ces filières métiers,
comprendre quelles sont eh bien, aussi les attitudes, quels sont les traits de personnalité, quels sont les éléments de comportement qu'il a et qui vont pouvoir être utilisés dans le cadre de cette filière métier. Et on peut, bien évidemment, derrière, décider d'aller voir les offres. Et dans ce cas-là, le candidat est immédiatement redirigé derrière les offres qui correspondent à cette filière métier. Donc, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre, eh bien, pour l'entreprise de construire des pipes de candidats ultra qualifiés. Et pour les candidats, ça va leur permettre tout d'abord d'avoir une expérience inédite, c'est-à-dire pouvoir découvrir, eh bien, est-ce que cette entreprise me correspond et quels sont les jobs dans cette entreprise dans lesquels je pourrais m'épanouir et réussir le plus sur la base de qui je suis fondamentalement. Parce qu'on dit toujours, hein, on parle parfois de la vie au travail et de la vie à la maison, mais en fait, on part du principe, chers assesseurs, qu'on n'est pas coupé en deux. Donc, plus on a la possibilité d'être soi-même, d'apporter de soi-même dans le cadre eh bien, de son travail, eh bien, plus on va être épanoui et engagé. Également, on va délivrer une valeur hors norme au candidat, c'est-à-dire que, bien évidemment, le candidat ou la candidate qui va décrocher le job va être content, mais pour toutes les participantes et tous les participants, ils vont avoir accès à un compte-rendu complet concernant qui ils sont, leurs talents, leurs points forts. On va leur donner des conseils également qu'ils pourraient mettre en œuvre pour peut-être travailler sur tel ou tel aspect de leur potentiel. On va faire un point sur ce qui les motive le plus, ce qui les motive le moins, le type de culture dans lequel ils vont s'épanouir. Donc des éléments qui, même s'ils ne sont pas retenus pour cette opportunité, eh bien ils vont pouvoir réutiliser ces éléments peut-être pour travailler leur candidature, pour se préparer pour leurs autres entretiens de recrutement. Et enfin, on observe une satisfaction hors du commun. Donc aujourd'hui, si vous allez sur Google, vous tapez avis Assess First, vous verrez, donc on a plus de 2600 avis de candidats avec un score moyen de 4,9. Donc, retenez aussi une chose, 78% des candidats, près de 8 sur 10, estiment que le processus de candidature, ça va être un bon reflet de la culture d'entreprise. C'est-à-dire que la façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils se disent, ce qu'on est en train de me faire vivre en ce moment, les états émotionnels par lesquels je passe en ce moment pendant que je candidate, eh bien ça représente ce que l'entreprise va me faire vivre, ce que j'aurai l'opportunité eh bien, de vivre en tant qu'expérience une fois que je serai collaborateur. Donc vraiment, soignez toujours au maximum ce point-là. Un autre point en conclusion, donc à avoir en tête, c'est que les entreprises qui ont un process de candidature qui va être optimisé, qui aura été travaillé, qui aura été adapté en fonction des valeurs, voient une augmentation de 50% de leur taux de conversion. Donc pour conclure, si j'avais des conseils à vous donner, ce seraient lesquels? 1. N'embarquez pas vos candidats dans une histoire sans fin. Essayez de comprimer au maximum eh bien, cette expérience de candidature. Faites pas des processus de candidature où on va passer une demi-heure, 40 minutes pour remplir des formulaires, surtout si jamais vous demandez des informations qui sont déjà, qui sont déjà dans le CV, typiquement. Soyez transparent au maximum sur votre process, ceci dès l'offre d'emploi. Expliquez-leur clairement les étapes auxquelles ils vont être confrontés, sous quel délai ils peuvent espérer avoir des retours. Permettez-leur de se projeter, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, le candidat arrive, la question qui va se poser, parce que quand on change de job, c'est toujours une prise de risque, c'est OK, là je suis dans mon entreprise, peut-être que je suis pas super bien, peut-être que je pourrais être mieux ailleurs, pardon, mais peut-être pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'attend? Donc, on est confronté à l'incertitude en tant que candidat quand on change de job. Donc, plus vous allez leur permettre de se projeter, plus vous allez leur apporter des éléments de réassurance. Communiquer dans un langage qui va parler à leur cerveau, bien sûr, donnez-leur des informations factuelles, mais aussi à leur cerveau émotionnel. Donc, soignez bien le storytelling, faites attention aux mots que vous employez. Si vous avez la possibilité, encore une fois, faites ce petit audit chez vos collaborateurs en interne pour voir, pour bien repérer ce qui va leur parler et faites en sorte de leur apporter un maximum de valeur. Plus vous apporterez de valeur à vos candidats et plus vous allez les engager tout simplement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, quelle heure? Oula, il reste 1 minute. Donc, j'étais un peu long, pardon. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que je vais regarder tout de suite s'il y a des questions. Hop là.
Alors, est-ce qu'il y aura un enregistrement de ce webinaire? Oui, il y aura un replay. Quelles sont les sources? Alors, toutes les sources pour le 56% dont, on parlait tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, tout ça, donc ça vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Vous pourrez retrouver l'ensemble des sources. Je sais qu'il y a des études qui sont tirées pardon, des chiffres qui sont tirés d'études qui ont été réalisées par Glassdoor, d'autres c'était Talentplug, Appcast également. Alors, QI pour une création de poste, valeur qui n'existe pas encore dans l'entreprise. Bah, le truc, c'est que si le poste, comment dire, si c'est une création de poste, le poste, il va pas être détaché totalement de l'organisation. Bien évidemment, l'entreprise en tant que telle a des valeurs. Alors, je sais que dans les très grosses entreprises, parfois, il peut y avoir des cultures dans la culture, des formes de sous-culture, mais essayez de bien comprendre en fait ce qu'il y a de commun bah, justement dans l'entreprise. Il y a toujours un socle de valeurs communes que l'on va retrouver. Et encore une fois, hein, là, vraiment, je vous encourage, tombez pas dans le piège juste de parler comment dire, des valeurs, vous savez, les valeurs qu'on affiche. Non, 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 ce qui intéresse les candidats, vos futurs collabs, c'est ce qui est vécu véritablement. Et encore une fois, il n'y a rien de mieux, il n'y a pas de meilleure manière de le savoir, ça, bah, que de faire passer, par exemple, un questionnaire de valeur à un échantillon, en tout cas, des collaborateurs qui sont en poste. Quels sont les changements que vous avez mis en place et qui ont fonctionné, Laura? Bah alors, enfin, moi, je vais vous parler de ce qu'on fait chez HSPerse, typiquement. Bah, à partir du moment justement où on s'est dit on va arrêter de vouloir plaire à tout le monde, on va expliquer, par exemple, pour certains postes, il y a des jobs chez Accessoires qui sont peut-être, enfin, qui sont pas très faciles. C'est-à-dire qu'on va demander un investissement qui va être très fort, typiquement par exemple des postes où on va faire de la prospection. Donc c'est des jobs bah, dans lesquels il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés. Bah, il faut le dire dès le départ en fait. Et bien évidemment, est-ce que ça décourage certains candidats de postuler? Bien sûr, mais de toute façon, ce sont des candidats que l'on n'aurait pas retenus en bout de course. Donc voilà. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment, enfin nous, un changement qu'on a fait à un moment donné, on a toujours été authentique, mais quand on a vraiment décidé de pousser le trait, là on a vu que ça permet de faciliter justement le recrutement, en tout cas côté recruteur également. Faut avoir le temps pour faire cela en amont. Ouais, faut avoir le temps. Après, c'est comme tout, hein. C'est quand on fait un recrutement, faut avoir le temps hein, pour faire une belle job description. Faut avoir le temps pour étudier avec le manager, le hiring manager, qu'est-ce qui a fonctionné avant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Mais en fait, il faut vraiment le voir comme un investissement. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous faites une fois et sur lequel vous allez pouvoir capitaliser derrière. Quels sont vos conseils dans ce sens quand il s'agit d'un cabinet qui recrute pour son client? Bah, c'est de passer du temps avec le client, en fait, tout simplement, et c'est d'aller au-delà de simplement les premières choses que votre client peut vous dire dans la prise de brief. Mais il y a un truc qui marche bien, c'est ce qu'on appelle la technique des incidents critiques qui a été créée, enfin qui a été popularisée par une personne qui s'appelle Flanagan aux États-Unis. En fait, la technique des incidents critiques, ça revient à interroger le hiring manager sur bah, des situations un peu particulières que la personne va rencontrer dans le cadre de son job et qui font la différence. Donc là, quels sont les comportements à un moment donné qui ont eu un impact positif et quels sont les comportements qui ont peut-être pas mené au désastre, mais en tout cas bah, qui ne vont pas dans le sens de ce qui est attendu. Et donc tout ça, bah, ça vous permet de recueillir de la donnée et pour pouvoir derrière bien comprendre l'environnement dans lequel le candidat va évoluer et pouvoir à partir de là adapter encore une fois vos offres d'emploi. Centré sur la satisfaction existante n'est-il pas un risque de fermer la porte à la nouveauté, à la créativité, rester ancré dans une routine qui peut être améliorée? Alors, ouais, peut-être que vous disiez ça, Stéphanie, par rapport au, comment dire, quand j'expliquais qu'il y avait la possibilité de faire un audit des personnes en interne qui étaient sur le job et qui étaient heureux, enfin qui étaient satisfaites, engagées. En fait, il faut bien faire la différence entre être performant et être engagé. Bien évidemment, il va falloir se centrer sur les gens qui sont performants, qui sont engagés, mais derrière, enfin, ce qui va faire la satisfaction, à un moment donné, on se rend bien compte quand on l'évalue,
chez certains de nos clients. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des valeurs communes, mais des manières de réussir dans le job, il peut y en avoir plusieurs. C'est pour ça qu'il faut toujours bien faire la différence entre ce qui anime les individus, c'est-à-dire leurs valeurs, leurs motivations, leurs besoins fondamentaux. Ça, c'est quand même important qu'il y ait un socle commun chez vos collaborateurs, collaboratrices. En revanche, la manière dont ils vont travailler, ça sera plus dans la personnalité, leur capacité cognitive, leurs compétences techniques. En tout cas, nous, on n'a pas du tout observé une standardisation des profils, bien au contraire. Donc, dans l'exemple, est-ce qu'il est obligatoire de compléter le questionnaire pour pouvoir valider la candidature? Alors, chez l'ensemble de nos clients, il y en a qui le rendent en obligatoire, il y en a qui ne le rendent pas obligatoire. Par exemple, je sais qu'avec Leclerc, typiquement, sur certains types de jobs, il y a la possibilité qui est offerte aux candidats, eh bien, soit de postuler de manière classique en laissant le CV, soit justement, ils ont la possibilité de tenter, entre guillemets, l'expérience sans CV. Donc, je pense que c'est pas mal de laisser la possibilité aux candidats. Ouais. Ça permet d'offrir davantage de liberté aux candidats et de recueillir aussi et surtout des candidatures auxquelles vous n'auriez sans doute pas eu accès sinon. Que pouvons-nous faire de plus lorsqu'on est dans l'ouverture d'un établissement? Dans notre cas, nous devons recruter 70 personnes pour un hôtel. Alors, est-ce que c'est votre premier hôtel ou pas? J'imagine que non, peut-être. Donc, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe dans les différents hôtels. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a des choses qui sont spécifiques par rapport à votre entreprise, par rapport sans doute à votre groupe. Et donc, si vous le faites, par exemple, si vous avez la possibilité d'évaluer des personnes qui travaillent dans un hôtel, 2 hôtels, 3 hôtels, ensuite de pouvoir faire l'analyse. Et encore une fois, je parle de ça tout à l'heure, on me dit oui, ça va prendre du temps. Non, non, on a des outils aujourd'hui, par exemple sur Assessor, vous avez une partie qui vous permet simplement d'envoyer des évals, les personnes répondent à leur petit questionnaire qui va nécessiter entre 5 et 7 minutes, et derrière, vous avez un bouton qui permet de compiler l'ensemble des données et de faire ressortir justement les valeurs, les éléments de motivation sur lesquels vous allez devoir vous attarder, sur lesquels vous pourrez capitaliser pour communiquer. Le dispositif de swipe fonctionne pour les profils jeunes, quid des candidats plus seniors, moins accros aux réseaux sociaux. Alors, ça, c'est très, très intéressant cette question, parce que c'est vrai que du fait du format, on se dit parfois, ouais, ça va plaire à la génération Z, mais moi, je recrute aussi des générations X, et ce qu'ils vont accro... En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tout le monde aujourd'hui, alors, n'utilise pas forcément les réseaux sociaux, mais tout le monde utilise des applis, je ne sais pas, comme Netflix, comme Spotify, tout le monde est sur son mobile, tout le monde est habitué à une expérience qui va être engageante, enthousiasmante. Donc, de la même manière, lorsqu'on a réalisé donc une étude pour voir la satisfaction des candidats par rapport à ce dispositif d'évaluation de la perso, on s'est rendu compte qu'on a des scores aussi élevés entre 4,8 et 4,9, à peu près, quelle que soit la classe d'âge des candidats. Donc écoutez, je vois que le temps passe, on a déjà dépassé de 8 minutes, donc vous pourrez retrouver ce webinaire en replay. Donc il me reste à vous remercier pour votre participation. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous sur ce sujet. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.